Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on a certaines marques qui créent un attachement quasi irrationnel avec leurs clients, alors que vous avez d'autres marques qui ont du mal à créer de l'engagement, même si elles ont un super produit. La différence, elle se joue pas justement sur le produit, elle se joue bien souvent sur l'expérience. En fait, elle se joue dans le rôle que vous laissez à vos clients, parce que un client passif, il va consommer, mais un client qui est impliqué, il va s'attacher. C'est exactement ça qu'on appelle l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est quoi? C'est un biais cognitif. On dit aussi le biais de possession. C'est un biais cognitif qui montre qu'en fait, on va accorder plus de valeur à ce qu'on a contribué à créer. Et quand on parle de marketing, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et si au lieu de chercher en permanence à convaincre nos clients, on les faisait participer. Et si la clé, c'était plus vraiment d'essayer de leur simplifier la vie en permanence, mais plutôt de les impliquer intelligemment. Dans cet épisode, vous allez comprendre les mécanismes de l'effet IKEA. Vous allez découvrir comment certaines marques l'utilisent super bien. Et puis surtout, on va essayer de regarder comment l'intégrer concrètement dans votre stratégie marketing. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, structurer leur marketing et obtenir des résultats sans complexifier. Chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du marketing. Alors l'effet IKEA, il doit son nom à la fameuse marque IKEA, bien sûr, que vous connaissez toutes et tous. Le modèle, il est simple, c'est de faire participer les clients à la création du produit qu'ils viennent d'acheter. Quand vous montez vous-même un meuble IKEA, vous n'avez pas juste acheté un meuble pas cher, vous vivez une véritable expérience. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? On l'a toutes et tous vécu, je pense. Vous avez ouvert le carton, vous avez trié les pièces. Moi, je les mets dans des bols. Vous avez suivi les instructions. En tout cas, vous avez essayé, vous avez compté le nombre de trous sur le plan pour savoir si vous aviez mis la planche dans le bon sens ou à l'envers. Bien souvent, vous avez hésité. Bien souvent, vous vous êtes planté, vous avez recommencé. En gros, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie, vous avez investi votre attention. Et une fois que vous avez terminé le meuble, il arrive qu'il ne ressemble pas exactement à celui de la photo parce qu'on ne va pas se mentir, on s'est un petit peu planté, on a recommencé. Ça n'est pas grave parce que ça devient votre meuble. Ce phénomène-là, il a été étudié en psychologie comportementale et les chercheurs ont montré qu'on a tendance à surévaluer les objets qu'on a contribué à créer, même si les objets sont imparfaits. Pourquoi? Parce que la participation crée un sentiment de propriété. On parle ici de propriété psychologique, c'est-à-dire que vous ne possédez pas seulement l'objet au sens matériel, vous vous l'appropriez mentalement et ça, c'est absolument fondamental. Ça transforme la perception de valeur. C'est plus un produit parmi d'autres, c'est le résultat de votre action. Et ce mécanisme-là, il va pas se limiter évidemment aux meubles en kit. Dès que vous avez, par exemple, un utilisateur qui va intervenir sur un processus de création, même si c'est de façon ultra légère, il change de posture. Il est plus en train de subir une expérience, il y contribue. Par exemple, configurer un produit en ligne, donner son avis ou alors voter pour une fonctionnalité, toutes ces actions activent ce même biais, c'est-à-dire l'effet IKEA. Vous passez d'une logique de consommation à une logique d'appropriation et c'est là que le marketing va prendre une nouvelle dimension. Alors il y a un point clé qui mérite d'être souligné, c'est pas seulement la participation qui va créer la valeur, c'est l'effort qui est associé à cette participation. Plus la personne investit d'efforts dans la tâche, quelle qu'elle soit, plus il aura tendance à valoriser le résultat. Ce mécanisme, il repose sur un besoin de cohérence interne. On cherche en fait à aligner nos actions avec nos perceptions. En gros, si j'ai consacré du temps et de l'énergie à faire quelque chose, je vais inconsciemment me convaincre que ça en valait la peine, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Sinon, j'aurai une forme de dissonance entre ce que je fais et la raison pour laquelle je le fais. C'est ce qu'on appelle un biais de justification à l'effort, encore un biais cognitif. En marketing, ça a des implications ultra concrètes. Un client qui va s'impliquer
même un petit peu, il va développer une perception de valeur qui est plus élevée, il va développer un attachement émotionnel qui va être plus fort que s'il ne l'a pas fait, et puis aussi une meilleure mémorisation de l'expérience, il va s'en souvenir plus longtemps, et surtout, il devient plus engagé. Et l'engagement, c'est une ressource qui est hyper rare, ça se fabrique pas facilement, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas, ça se construit, et l'un des moyens les plus efficaces pour le créer, eh bien précisément, c'est de faire participer. Alors attention quand même, hein, il y a un point d'équilibre. L'effort, il doit être perçu comme acceptable. S'il est trop faible, il ne crée pas vraiment de valeur. Mais à l'inverse, s'il est trop élevé, ben, il va générer évidemment de la frustration, de l'ennui, de l'agacement. Toute la subtilité consiste justement à doser intelligemment le niveau d'implication qui est demandé à l'utilisateur. C'est cette calibration qui va faire la différence entre une expérience qui est engageante et une expérience qui est contraignante. Si vous avez passé un peu de temps à organiser toutes vos pièces pour votre meuble IKEA, si vous avez passé un peu d'énergie pour trouver, pour comprendre le mode d'emploi, c'est OK, ça marche bien. En revanche, si vous avez passé une journée entière à monter ce satané tiroir, que vous n'avez pas réussi à l'encastrer dans le meuble, qu'en plus de ça, vous avez cassé une pièce parce que vous avez forcé tellement vous étiez énervé, là d'un coup, ça devient beaucoup, beaucoup moins engageant. Il y a un effet contraire qui va s'appliquer. Donc attention à l'implication que vous allez demander. L'engagement, ça sous-entend que cette implication, elle est facile à intégrer. Parce que à partir du moment où vous allez intégrer vos clients dans la création de valeur, vous ne cherchez pas uniquement à vendre, vous cherchez à faire participer. Et ce changement de posture, il ouvre la voie à des relations qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus durables. Alors évidemment, je vous parle d'IKEA, la co-création, ça peut ressembler à quelque chose qui est fait pour les grandes marques uniquement, les grands groupes, les entreprises potentiellement super innovantes. En réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'on pense. Elle ne repose pas sur une seule méthode, elle repose sur un ensemble de pratiques qui ont tout un point commun. Elles impliquent activement le client dans la création de valeur. Alors la première forme, c'est la forme la plus répandue, c'est le contenu qui est généré par des utilisateurs. On appelle ça les UGC, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce sont des clients qui vont aller publier une photo de votre produit, qui vont aller laisser un avis ou alors qui vont partager leur expérience, parfois en vidéo. Tout ça, ça participe à votre marketing. En fait, le client devient littéralement une voix de la marque et ce contenu-là, souvent, il a bien plus d'impact sur le prochain utilisateur que vos propres messages parce qu'il est perçu comme authentique, parce qu'en fait, il vient du client. Le client n'a aucune raison d'aller parler de vous en bien si c'est pas vrai. Deuxième forme que prend la co-création, c'est la personnalisation. C'est le fait de permettre à vos clients de configurer un produit, de choisir des options, d'adapter une offre à ses besoins. Ça, c'est déjà de la co-création. Donc le client, il n'est plus là seulement pour choisir. Finalement, il participe à la construction et cette construction, elle va renforcer immédiatement son attachement. Troisième forme de co-création, c'est le feedback produit. Ici, vous allez solliciter directement vos utilisateurs pour améliorer l'offre. Vous allez leur demander ce qui fonctionne, ce qui manque, ce qui pourrait être optimisé, ce qui pourrait changer, comment faire pour faire mieux. Mais surtout, vous allez utiliser ces retours parce que la co-création, ça fonctionne que si elle a un réel impact, si vous utilisez vraiment ce que vous disent les gens, si vous créez pour leur convenir, pour aller au plus proche de leurs besoins. Et puis, dernière forme, c'est la forme la plus avancée, c'est la co-conception. Dans ce cas-là, vos clients, ils participent directement à la création des nouveaux produits, à la création des nouveaux services. Ils sont plus là juste pour donner leur avis, ils contribuent littéralement à l'innovation. Toutes ces approches, elles n'ont évidemment pas le même niveau d'intensité, mais elles activent le même levier, c'est l'implication. Et plus cette implication est forte, plus l'effet IKEA va pouvoir s'exprimer. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que la co-création, elle vient renforcer l'attachement à la marque, elle vient renforcer la fidélité. La co-création, elle agit en fait comme un accélérateur de relations. Quand vous avez un modèle classique, la marque, elle parle et le client, il écoute. La relation, elle est littéralement descendante.
Avec la co-création, la dynamique, elle change. La relation, elle devient bidirectionnelle. Le client, il est plus là seulement pour recevoir le message, il interagit, il contribue, il influence. Et cette interaction, elle active plusieurs leviers psychologiques. D'abord, le sentiment d'appartenance. Quand vous avez un client qui participe, il se sent en fait intégré à quelque chose qui est plus grand que lui. Il n'est plus juste en train de consommer un produit, une marque, il rejoint une communauté. Ensuite, vous avez la reconnaissance, le fait d'être écouté, d'être pris en compte, de voir que ses propres idées sont intégrées. Ça crée de la valorisation personnelle, c'est hyper fort. Et cette reconnaissance-là, elle est rare, donc elle a une grosse valeur. Vous avez beaucoup de marques qui vont demander leur avis à leurs clients, mais en fait, vous en avez assez peu qui vont concrètement prendre en compte ces avis et les mettre en pratique. Autre levier qu'on a, c'est le contrôle. La co-création donne du pouvoir au client. Il n'est plus en train de subir une offre, un produit, quelque chose qu'on lui propose. Il vient littéralement le façonner. Ce sentiment de contrôle, il vient renforcer l'engagement, bien sûr, et il réduit la distance entre la marque et son audience. Et enfin, dernier point, c'est la cohérence. Un client qui a contribué à la création d'un produit, naturellement, il aura tendance à le défendre. Il est forcément bien ce produit puisque j'ai participé à sa création. Donc le client, il est aligné littéralement avec la marque. Et cet alignement, bien sûr, il vient littéralement transformer la relation. On a des effets ultra concrets. D'abord, on a une fidélité qui est plus forte. On a une meilleure rétention. On a un bouche à oreille qui va être littéralement amplifié. Et puis, on a une tolérance qui est plus élevée aux erreurs. La co-création, elle n'est pas là juste pour créer de l'engagement, elle crée de l'attachement. Et l'attachement, c'est l'un des actifs les plus précieux en marketing. Bon, alors il y a peu de marques qui incarnent aussi bien la co-création que Lego. Avec la plateforme Lego Ideas, l'entreprise a littéralement transformé sa communauté en véritable moteur d'innovation. Le principe, il est simple, mais il est hyper efficace. Tous les utilisateurs peuvent proposer un concept à Lego. On vient créer un modèle, on le présente, on le soumet à la communauté. Et ensuite, les autres utilisateurs vont voter. Si le projet atteint 10 000 votes, il passe en phase de revue par les équipes Lego. Et s'il est validé, il est produit et il est commercialisé à grande échelle. Et en plus de ça, le créateur qui est à l'origine du projet, il reçoit même une part des revenus. Ce dispositif, il repose sur plusieurs éléments clés. D'abord, la simplicité d'accès. N'importe qui peut y participer, il n'y a pas de barrière élitiste. En fait, ça ouvre la porte à une espèce de créativité ultra massive. Ensuite, il y a la reconnaissance. Les contributeurs, ils ne sont pas invisibles, ils sont même mis en avant, ils sont valorisés, ils sont récompensés. Leur contribution a un impact réel. Troisième élément, vous avez la transparence. Le processus, il est hyper clair. Les règles sont connues. Les étapes, tout le monde peut les voir. Ça vient renforcer la confiance. Mais surtout, l'ego ne se contente pas de récupérer les idées. La marque vient transformer ces idées en produits. C'est là qu'on a la puissance de ce modèle. Les fans, ils ne sont pas seulement écoutés, ils sont intégrés dans la chaîne de valeur. Résultat, Lego a un flux constant d'idées innovantes directement issues de la communauté. Ces idées, elles sont déjà validées par le marché parce qu'elles sont soutenues par les fameux minimum de 10 000 votes. Le risque, du coup, il est réduit. La pertinence, elle est maximale. Et l'impact, en fait, il va même au-delà de l'innovation du produit. Lego a construit en fait un écosystème dans lequel les clients deviennent des acteurs. Ils créent, ils partagent, ils votent, ils discutent, ils investissent du temps, de l'énergie, de la créativité. Cet investissement, il crée un attachement qui est hyper fort. Un fan de Lego, c'est pas seulement un client fidèle, c'est un contributeur. Et cette différence, évidemment, elle change tout parce qu'une communauté qui est impliquée, elle va pas se contenter d'acheter, elle va défendre, elle va recommander. En gros, elle va faire grandir la marque. Lego n'a pas seulement activé l'effet Ikea, la marque l'a littéralement industrialisé. Bon, alors comprendre l'effet Ikea, c'est une chose, l'activer dans votre marketing, évidemment, c'en est une autre. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une plateforme super complexe ou alors d'une communauté énorme pour commencer la co-création. Ça repose d'abord sur une posture. Vous devez accepter de partager une partie du pouvoir avec vos clients.
Alors, le premier levier, c'est d'impliquer votre audience dans certaines de vos décisions. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est ultra, ultra efficace. Demandez à votre audience de voter, par exemple, pour un futur produit, ou alors un contenu, ou alors le nom d'un produit, d'une fonctionnalité. Tout ça, ça va immédiatement créer de l'engagement. Mais la clé, elle se situe dans la suite que vous allez donner à cette participation. Si vous montrez que les décisions sont réellement influencées par ces votes, vous allez renforcer la crédibilité de votre démarche. Deuxième levier, créer des expériences personnalisables. À chaque fois que vous laissez un client configurer ou alors choisir ou alors adapter une offre, vous activez un mécanisme d'appropriation. Même si vous avez une personnalisation hyper simple, ça peut suffire à renforcer la valeur perçue. Troisième levier, valoriser les contributions. Un client qui participe, il doit être reconnu. Mettez en avant un témoignage, repartagez un contenu, citez un client dans une communication. Tout ça, ce sont des actions qui envoient un signal super fort. Vous montrez que la participation, ça compte et ça incite en fait d'autres clients à s'impliquer. Quatrième levier, venez créer des espaces d'échange. Qu'est-ce que c'est des espaces d'échange? Ça va être des communautés, des groupes privés, des forums, pourquoi pas des newsletters interactives. Tous ces formats-là, ils vont permettre de structurer la co-création. Ils offrent en fait un cadre dans lequel vos clients ils vont pouvoir s'exprimer. Et puis, cinquième et dernier levier, intégrer réellement les retours. C'est probablement le point le plus important. Demander un avis, c'est facile. L'exploiter, c'est évidemment beaucoup plus exigeant. Quand vous montrez que vous avez modifié un produit, que vous avez ajusté votre offre, ou alors que vous avez, amélioré une expérience à la suite des retours clients, vous créez un véritable cercle vertueux. Vos clients, ils comprennent que leur voix a un impact. Et cette prise de conscience, elle va encore une fois venir renforcer l'engagement. Alors, un cas d'école en matière de co-création, c'est Glossier. Glossier, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de produits de beauté. La marque, elle n'a pas commencé par vendre des produits, elle a commencé par écouter. Avant même le lancement de Glossier, sa fondatrice, elle animait un blog beauté, un blog qui s'appelait Into the Gloss, qui rassemble une communauté super engagée. Chacun de ces articles, chaque commentaire, chaque échange, ça devient pour elle une véritable source d'inspiration. En gros, la marque, elle part pas d'une intuition interne, elle part des conversations réelles qu'elle a eues avec ses futurs clients. Donc du coup, quand Glossier lance ses premiers produits, ils sont directement inspirés par les attentes qui sont données par la communauté. Mais elle va encore plus loin, sa démarche s'est pas arrêtée là. En fait, elle continue d'impliquer ses clientes à chacune des étapes. Elle va aller chercher les feedbacks après les lancements, elle va aller tester les nouvelles idées, elle va ajuster les formules et puis elle va faire évoluer tout ce qui est packaging. Et surtout, Glossier, elle rend cette participation visible. Du coup, les clientes, elles voient que leur retour, ils influencent réellement les décisions de la marque. Et ça, on l'a dit, c'est essentiel parce que ça vient transformer juste une interaction en relation. Glossier ne donne pas l'impression de demander un avis, la marque donne le sentiment de construire avec ses clientes. Résultat, une communauté qui est super engagée et qui ne se contente pas d'acheter, elle recommande, elle défend, elle participe. Et cette dynamique-là, ça a largement contribué à la croissance hyper rapide de la marque. Mais ce qui est intéressant, c'est que la co-création chez Glossier, ça ne repose pas sur un dispositif qui est hyper complexe, ça repose sur une écoute constante et une capacité à intégrer les retours. C'est en fait une discipline plus qu'un outil. Alors ok, la co-création, c'est un levier super puissant, mais s'il est mal utilisé, il peut produire l'effet inverse. Première erreur, solliciter sans rien faire derrière. C'est sans doute l'erreur la plus fréquente. Vous avez plein de marques qui vont poser des questions, qui vont lancer des sondages, qui vont aller ouvrir les discussions, c'est formidable tout ça, mais au final, ça change rien derrière. Et ça, ça va créer une frustration qui peut être même super importante parce que à chaque fois que vous avez une sollicitation, vous allez générer une attente. Et si vous ne répondez pas à l'attente, vous revenez à décevoir. Deuxième erreur, c'est demander trop d'efforts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le meuble Ikea. Ça va si l'effort est OK, si j'arrive à monter mon meuble. Si en revanche, je passe des heures à le monter, que j'y arrive pas, que je finis par tout casser et m'embrouiller avec mon conjoint, c'est évidemment beaucoup moins sympa. La participation, elle doit rester fluide, facile. Troisième erreur,
c'est de perdre votre vision. Co-créer, ça ne veut pas dire tout déléguer. Votre rôle de marque, ça reste de donner une direction hyper claire. Vos clients, ils viennent enrichir cette vision. Ils ne sont pas là pour vous remplacer. Quatrième erreur, ça va être d'instrumentaliser votre communauté. Les clients ne doivent pas, évidemment, avoir l'impression d'être utilisés. La relation, elle doit être équilibrée, doit y avoir une espèce d'échange de valeurs. S'ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire le boulot pour vous, ça ne va pas marcher. Et puis, cinquième erreur, c'est de manquer de transparence. Si les règles sont pas claires, si les décisions, elles semblent un peu arbitraires, vous avez une confiance qui va venir se dégrader. Et là, comme d'habitude en marketing, si vous n'avez pas de confiance, ça ne va pas fonctionner. En fait, la co-création, ça repose sur un contrat qui est implicite. Vous demandez de l'implication. En échange, vous offrez de l'écoute, de la reconnaissance et de l'impact. Si vous respectez cet équilibre, la co-création fonctionne hyper bien. Alors pour résumer, l'effet IKEA, il nous rappelle une réalité qu'on a souvent sous-estimée en marketing. La valeur, elle ne réside pas uniquement dans ce que vous vendez, mais dans la manière dont vos clients y participent. Plus vous impliquez, plus vous créez de l'attachement. Dans cet épisode, vous avez vu que ce mécanisme, il repose sur des bases psychologiques solides. Le simple fait de contribuer à la création d'un produit ou d'une expérience, ça vient transformer la perception de valeur qu'on en a. Un client, il va pas se contenter juste d'acheter, il va s'approprier le produit, le service. On a également parlé du fait que la co-création peut prendre bien sûr des formes hyper variées. Ça va aller du contenu qui est généré par les utilisateurs, les fameuses UGC, jusqu'à la personnalisation, en passant par la co-conception complète. Chaque niveau d'implication va venir renforcer la création. Les exemples de Lego et de Glossier, ils montrent que cette approche-là, elle peut devenir un vrai moteur de croissance. Dans un cas, vous avez une communauté qui alimente directement l'innovation produit, et puis dans l'autre, vous avez une communauté tout simplement qui va dire à la marque ce dont elle a besoin. Dans les deux situations, vous avez un point commun ultra fort, les clients ne sont plus en périphérie, ils sont au cœur du réacteur. Activer l'effet IKEA dans votre marketing, ça ne veut pas nécessairement dire mettre en place des moyens de dingue. Ça demande avant tout un changement de posture. Vous devez accepter d'ouvrir le dialogue, vous devez accepter de partager une partie du contrôle et puis surtout, vous devez donner un véritable impact aux contributions que vos clients vont venir vous apporter. En contrepartie, vous allez obtenir bien plus que des ventes. Vous allez construire une relation plus forte, plus durable et souvent une relation plus rentable. Alors posez-vous une question simple aujourd'hui. Dans votre stratégie, quelle place laissez-vous à vos clients et surtout, comment est-ce que vous pourriez leur en donner davantage parce que c'est peut-être là que se trouve votre prochain levier de croissance. Si vous avez aimé cet épisode, justement, je vous propose de continuer l'expérience avec la newsletter du podcast du marketing. Je viens de changer le format de ma newsletter. Ça fait 7 ans qu'elle existe, cette newsletter. Je n'y ai jamais touché jusqu'ici. J'ai regardé tout ce qui se fait sur les newsletters et j'ai un constat. Les newsletters sont de plus en plus longues. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de temps. Donc, au lieu de vous proposer une newsletter fleuve qui va vous décrypter en long, en large et en travers une nouvelle stratégie marketing et en fait vous donner plus de boulot, j'ai décidé de faire l'exact inverse. Cette newsletter, elle s'appelle Une chose à faire. Une fois par semaine, le jeudi, je vais vous dire quelle est la chose à faire dans votre business en marketing pour le développer. Une seule chose à faire par semaine. Pour la recevoir, c'est très simple. Vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.